Bonjour, nous allons parler des traumatismes du rachis de l'enfant dans ses aspects thérapeutiques et nous focaliser sur les traumatismes du petit enfant. Pour illustrer mon propos, j'ai mis cette photo d'une très jolie statuette africaine qu'on peut voir au musée du Quai Branly à Paris. On voit cette jeune fille qui est porteuse de séquelles de paraplégie avec une déformation importante des membres inférieurs. Alors, les traumatismes du rachis du petit enfant, elles sont peu fréquentes et en fait, elles sont sous-estimées parce qu'elles peuvent être soit trop graves, auquel cas elles sont létales et on peut même ne pas avoir perçu qu'il existait des lésions rachidiennes, soit trop bénignes et elles peuvent passer inaperçues parce que l'enfant lui-même ne signale pas de douleur et certaines lésions sont parfaitement bénignes et vont guérir spontanément. Et puis, on a des formes atypiques qui peuvent éventuellement engendrer des anomalies qui semblent malformatives au niveau de la charnière crânio-cervicale en particulier, comme on va le voir. Alors, ces lésions traumatiques peuvent nécessiter une opération, c'est assez rare, mais c'est assez compliqué du fait de la diversité de ces lésions et de la petite taille de l'enfant. Et puis, ces lésions, elles ont une importance médico-légale parce qu'elles peuvent être rencontrées dans le cadre de la maltraitance et elles peuvent également survenir à titre de complication d'une naissance dystocique. Donc, vous voyez ici sur ce diagramme de la pyramide des âges qui montre la très faible incidence de ces lésions avant l'âge de 3 ans. C'est vraiment une fois que l'enfant a plus d'activité physique et de locomotion qu'on va avoir des lésions plus fréquentes. Alors, on va parler un petit peu des particularités anatomiques du rachis de l'enfant et du petit enfant en particulier. La particularité du bébé, c'est que son squelette est peu ossifié. Il est essentiellement cartilagineux, il est très élastique, très déformable, et les articulations sont peu emboîtées. Vous voyez ici la masse latérale, le C1 et les articulaires du rachis cervical chez un nouveau-né, un enfant de 10 mois, 3 ans et 6 ans. Et puis on voit que c'est qu'avec le temps que ces articulations deviennent plus emboîtées, que le rachis devient plus ossifié et qu'il y a une meilleure résistance. Tout ça est lié à la stature, à la station debout et au maintien de la tête. Et puis, il y a une particularité qui est importante et qu'on va voir illustrée par des lésions traumatiques, c'est que l'os sous-chondral, en dessous du disque, est particulièrement fragile parce que c'est une région qui est très richement vascularisée et en quelque sorte, cette vascularisation peut faire un peu comme une bordure de timbre au poste qui va permettre à l'os de se déchirer. Par ailleurs, un élément très important, c'est la souplesse du rachis qui fait que ce rachis va pouvoir s'étirer jusqu'à 5 centimètres, alors que la moelle épinière, elle, ne peut s'étirer que de 5 millimètres. Et c'est ce mismatch entre la moelle épinière et le rachis qui va être à l'origine du scivora qui tient une importance très, très grande dans les traumatismes du rachis de l'enfant. Par ailleurs, le poids de la tête est très important chez le nouveau-né par rapport à son corps et avec une faiblesse musculaire, une souplesse du rachis qui font que les lésions rachidiennes vont être d'autant plus hautes que l'enfant est petit. Ici, sur ce diagramme, on voit l'incidence des lésions au niveau cervical haut chez l'enfant et on voit en bleu ciel les lésions des enfants de moins de 2 ans, donc au niveau crânio-cervical, au niveau cervical-sous-occipital, thoracique et lombaire. Alors, c'est un schéma qui est un petit peu ancien parce qu'à l'époque, on était moins attentif aux lésions du rachis de la maltraitance et on sait maintenant qu'il y a des lésions lombaires chez les nourrissons qui ont été maltraités par le secouement. Par ailleurs, la statique rachidienne, elle va se modifier avec l'âge et sur ce diagramme qui est ancien mais qui est tout à fait pertinent, on voit la forme du rachis, de l'évolution des courbures du rachis depuis le nouveau-né en A jusqu'à l'adulte en F, avec l'apparition de la lordose lombaire et de la lordose cervicale qui sont liées à la posture assise puis debout avec l'apparition de la musculature des ceintures scapulaires et pelviennes. Alors, les lésions rachidiennes, elles peuvent être stables ou relativement stables. C'est le cas notamment de ce tassement cunéiforme qu'on a vu chez un bébé, chez un enfant secoué. On peut avoir des entorses bénignes et ça, c'est un apport assez récent de l'IRM où on voit qu'il peut y avoir des lésions ligamentaires, notamment au niveau du ligament apical de l'articulation crânio-cervicale. Auparavant, on ne diagnostiquait ces lésions que quand que quand le ligament était totalement rompu, qu'il y avait une instabilité. On sait maintenant qu'on voit ces lésions qui ne sont pas instables, mais qui peuvent se traiter orthopédiquement et ne nécessitent pas d'arthrodèse occipito-cervicale.
Et puis, on a des lésions, comme ici, qui sont plus instables, avec vraiment un arrachement de l'insertion du ligament transverse, de la partie transverse du ligament cruciforme. Donc ici, c'est le ligament est plus solide que l'os. Donc c'est l'os qui est arraché par le traumatisme, donc c'est relativement instable. Ça nécessite là aussi une immobilisation. Et puis, on peut avoir des fractures qu'on distingue mal sur les clichés standards, avec notamment une fracture de la synchondrose neurocentrale au niveau de C2, qui donne l'équivalent d'une fracture bipédiculaire. Donc, on a ces lésions instables, et en particulier, je vous avais parlé de la fracture de l'os sous-chondral, qu'on voit ici tout à fait bien illustrée au niveau de C3. Et cette fracture est hautement instable parce qu'elle s'associe à une rupture de tous les moyens d'union. C'est encore plus le cas dans cette lésion déplacée au niveau lombaire, dans un cas de maltraitance particulièrement violent, avec un arrachement de tous les ligaments et du disque, donc qui a nécessité une arthrodèse postérieure. Et puis, dans les lésions instables, il faut également classer le scivora. On voit ici l'échymose provoquée par la ceinture pelvienne dans la voiture. Cette ceinture n'empêche pas un mécanisme de traumatisme par distraction. En fait, c'est instable, même s'il n'y a pas de lésion ostéoligamentaire, parce qu'il y a une perte des réflexes proprioceptifs rachidiens. C'est un petit peu ce qu'on voit dans les entorses de cheville à répétition, où la destruction des récepteurs proprioceptifs va entraîner une récidive de ces hernies, de cette entorse. Et bien, c'est un petit peu la même chose au niveau du rachis, où le rachis n'est plus capable de se tenir. C'est le punch drunk spine, c'est une expression qui avait été proposée par Dashlin Pang, qui est un des promoteurs de cette pathologie. Alors, le diagnostic clinique, on peut avoir un déficit, mais ce diagnostic est souvent difficile chez l'enfant parce que le déficit, on peut prendre ça pour une simple hypotonie qui est habituelle chez le nourrisson, par exemple, notamment lorsqu'il dort. Les mouvements automatiques, ils peuvent être pris pour des mouvements normaux. Ça peut être difficile de diagnostiquer des mouvements automatiques chez un nourrisson et de les distinguer des mouvements normaux. Le syndrome pyramidal, eh bien, on sait que le signe de Babinski peut persister jusqu'à l'âge d'1 an. C'est bien illustré par certaines œuvres, notamment de la Renaissance, qui montrent le petit Jésus avec un Babinski bilatéral spontané. L'hémiplégie, ça fait une forme de souffrance de la moelle épinière et c'est bien sûr un diagnostic différentiel des lésions cérébrales qui peuvent être associées. Il faut toujours s'interroger pour la vessie. Est-ce qu'il y a un globe vésical? Si on ne met pas de sonde dans les copies d'examen de médecine, on ne dit pas mis 0, hein, PMZ. Il faut distinguer d'une miction par regorgement d'une miction normale. Donc, il faut toujours se soucier de est-ce que la vessie arrive à se vider. Les douleurs, parfois l'enfant ne va pas se plaindre de douleurs. En fait, simplement, il va nous signaler qu'on va se rendre compte qu'il est raide. Mais chez l'enfant, la raideur, c'est un équivalent sémiologique de la douleur. Et puis, le patient qui a un traumatisme cervical haut, il peut être totalement tétraplégique et avoir faire un coma anoxique dû à sa respiration paralytique. Ce sera bien sûr à distinguer du coma traumatique. Et parfois, c'est sur le bilan radiologique qu'on voit qu'il existe une lésion hautement instable, comme cette dislocation crânio-cervicale, qui est à l'origine de la mort de l'enfant par coma anoxique. Le torticolis, alors ça peut être traumatique comme ça peut survenir de façon tout à fait atraumatique. Donc, ce qui est caractéristique, c'est l'association d'une inclinaison latérale et d'une rotation. Hein, donc, c'est un petit peu la tête du rouge-gorge, hein, le cock robin des anglo-saxons. Il faut faire attention de ne pas passer à côté d'un problème de torticolis neurologique. Hein, dans le torticolis, habituellement, on a une rotation qui a une incidence majeure, hein, puis une inclinaison latérale, comme on le voit ici. Cette inclinaison et cette rotation sont purement positionnelles. On voit notamment sur la coupe axiale que l'apophyse odontoïde est parfaitement bien centrée. Elle n'est pas du tout déplacée par rapport à l'anneau athéloïdien. Donc, ça n'est pas une lésion instable. Donc, il faut distinguer ça du torticolis neurologique. Ici, c'est un enfant qui avait un engagement tonsillaire dû à une tumeur de l'angle cérébelleux. Et en fait, on a une inclinaison latérale sans rotation. C'est un petit peu l'élément qui peut nous orienter. Et puis, donc, le torticolis peut être secondaire à un trouble oculomoteur, donc ça peut nécessiter de faire un bilan neuro-ophtalmologique. Le torticolis peut être secondaire à un problème anténatal, comme un oligoamniose, une gémellité. Ça peut être un problème néonatal, une dystocie. Ce problème oculomoteur, on vient d'en parler. Et puis, ça peut être un torticolis acquis,
parfois à la suite d'un trauma, mais souvent un trauma mineur. Et puis, il faut toujours rechercher s'il n'y a pas eu un épisode infectieux, viral, ORL, qui peut être à l'origine de ce qu'on appelle le syndrome de Grisel. Et ces torticolis, en période périnatale, sont bien sûr à l'origine d'une plagiocéphalie positionnelle qui nécessite une prise en charge de positionnement et parfois même un casque. Alors, les étiologies des traumas, j'avais revu les traumas des enfants de moins de 3 ans survenus à Lille. On avait 23 cas et sur les 23, plus de la moitié étaient une forme ou une autre de Skivora. Skivora, ça veut dire Spinal Cord Injury Without Radiological Anomaly. C'est vraiment un élément majeur de la traumatologie rachidienne de l'enfant et en particulier du jeune enfant. Donc, ces traumas étaient d'origine anténatale avec une malposition in utero prolongée dans 2 cas. Elle était pernatale avec une dyssocie dans 3 cas. Dans 9 cas, il s'agissait d'une maltraitance, enfant secoué, enfant battu. Et dans 6 cas, d'une chute. Et dans 2 cas, d'un AVP. Donc, vous voyez que les proportions de l'origine des traumas est totalement différente de ce qu'on voit chez l'enfant plus grand et chez l'adulte. Donc, on a vraiment une prévalence importante de la pathologie périnatale et de la maltraitance. Et puis la mortalité, on a 5 enfants qui sont décédés de ces différentes lésions et en particulier des lésions périnatales. Donc ça, c'est un exemple d'un nourrisson de 33 ans, donc à la limite d'âge qu'on s'était fixé, victime d'un accident de la voie publique attaché, fracture du tibia, fracture de la mandibule, et puis on découvre qu'il a une hémiplégie gauche. Le bilan cérébral était normal, et en fait, cette hémiplégie était un Brown-Séquard dû à cette fracture du sous-chondral du corps de C3. Lors de l'intervention, c'était bien sûr hautement instable et ça nécessitait une intervention en urgence. On voyait une ecchymose dans tous les ligaments, les insertions musculaires, avec une instabilité totale. Et donc, on a réalisé une arthrodèse par lassage C2, C3 par voie postérieure avec une greffe. Donc, bien sûr, il s'agit d'une intervention avec les moyens du bord. Il n'y a pas de matériel d'ostéosynthèse qui soit adapté à un enfant de moins de 3 ans. Donc, on utilise des techniques simples, mais qui sont tout à fait efficaces, avec bien sûr le port d'une minerve en post-opératoire. Ici, c'est un enfant de 8 mois qui était arrivé pour une tétraplégie qui s'était installée rapidement dans les suites d'un traumatisme apparemment banal. Il s'était cogné contre le bord d'une table. Et sur l'IRM, on voit cet œdème médulaire très important avec un engagement tonsillaire. On s'était posé une question sur la responsabilité de cet engagement tonsillaire. Toujours est-il qu'on a pris la décision d'une opération en se disant qu'il y avait un risque d'œdème médulaire qui pourrait aggraver l'atteinte médulaire, une compression intracanalaire. Et on s'était dit que pour donner toutes ses chances de récupération à cet enfant, il fallait faire une décompression. Donc, c'était une décompression ostéodurale avec une plastie de neuropatch pour agrandir le fourreau dural et une laminotomie avec une reposition des lames en position décalée postérieure. Et cet enfant a présenté une bonne récupération. Vous voyez son IRM post-opératoire et puis vous voyez qu'il apprend à marcher. Il est fier comme tout de savoir marcher. Malheureusement, les mains ne sont pas aussi bonnes que les jambes. Il y a une récupération qui est donc partielle. Malgré tout, il récupère quand même de façon assez satisfaisante. Mais le problème, c'est qu'on ne saura jamais ce qu'aurait été l'évolution si on n'avait pas opéré. Alors, le syndrome du bébé secoué, d'abord, le bébé secoué, ça n'est pas ça. Hein. Ça, c'est un papa qui joue avec son enfant en l'envoyant en l'air. L'enfant est ravi, elle joue, elle est très contente. On voit que la tête de l'enfant reste bien dans l'axe du rachis. Donc, il n'y a pas de lésion traumatique. Bon, malgré tout, c'est quand même pas à faire, c'est une cause d'accident. Et donc, ce jeu n'a rien à voir avec le syndrome en secouant ce poupon. C'est un traumatisme répété, violent, et qui est susceptible d'entraîner des lésions cérébrales, bien sûr, mais également des lésions du rachis. On voit sur ce schéma de Hadley l'hypothèse d'une compression de la moelle par un épaississement du ligament jaune lors de l'hyperextension du rachis cervical. Donc la maltraitance, ça peut entraîner différents types de lésions. Dans le syndrome du bébé secoué, on a ces tassements cunéiformes qu'on voit ici en L3. On peut avoir, alors ces tassements cunéiformes, il faut penser qu'il peut y avoir également une part de carence vitaminique dans nos latitudes où on manque d'ultraviolet, ce qui est d'autant plus important chez les enfants dont la peau est foncée. Et cette carence en vitamine D, elle peut faire partie d'un contexte de négligence.
Alors, à part ces tassements qui sont tout à fait bénins, hein, qui ne sont pas instables et qui ne nécessitent pas de prise en charge particulière, l'enfant est allongé sur son dos, il va consolider tout seul. On a des lésions beaucoup plus graves qu'on voit dans des traumatismes violents, avec un hématome épidural, comme sur cette photo autopsique, ou un hématome intradural, ça peut être mixte. Et puis, on a différents types de scivora, notamment, on voit sur l'imagerie du bas, cet œdème médullaire qui est très important et qui correspond sur le plan, sur l'autopsie, on voit une rupture quasi complète de la jonction bulbo-médullaire. Donc, on comprend bien que cet enfant tétraplégique ne respirait plus et que ça a été une des causes qui ont conduit au décès avec une anoxie cérébrale. Et puis, dans le centre du bébé battu, on peut voir ce type de lésion avec une lésion rachidienne très instable. Ça, c'est un autre enfant qui a été maltraité, 2 ans et demi. On nous raconte l'histoire d'une chute d'un canapé. C'est totalement incompatible avec les lésions qu'on voit, qui supposent un traumatisme violent. On voit qu'il y a une luxation, L1, L2. On voit qu'il y a une rupture de l'os sous-chondral, de nouveau. Et puis, opératoirement, on a un arrachement de tous les moyens d'union. Donc, ça a été réduit par des manœuvres internes avec une fixation par des crochets et des lames qui ont permis de restaurer la stabilité et la lordose. Ça a permis une bonne consolidation du rachis avec une fusion vertébrale puisque le disque était arraché et la récupération d'une marche qui est pratiquement normale chez cette petite fille qui a très très bien récupéré. Voilà. Alors, le traumatisme néonatal, maintenant, c'est quelque chose qui est d'une particulière gravité. Donc, d'emblée, j'ai illustré avec cette photo autopsique tirée d'un livre Anapath. C'est une forme de scivora qui survient plus souvent en présentation céphalique. On a dans ce cas-là un traumatisme de la moelle cervicale. Ça peut survenir également pour un accouchement en siège, auquel cas on a plutôt des lésions de niveau thoracique. Nous, on avait 3 observations qui étaient tous de niveau cervical, dont un qui était une présentation en siège avec une rétention de tête dernière. Donc là, c'est un enfant qui était né avec une ventouse, on voit qu'il y a un céphalématome, on voit un œdème médullaire très important et il n'a pas survécu. Et à l'autopsie, on a mis en évidence des lésions de polymicrogyrie en région pariéto-occipitale qu'on distingue difficilement sur l'IRM, mais qui peut avoir participé à cette dystocie, puisqu'en fait, on a un enfant qui est en quelque sorte trop faible pour s'accoucher lui-même et il n'y a pas le réflexe de pousser. Donc, ça fait partie des étiologies de ces lésions traumatiques obstétricales. On a 5 cas au total, dont 4 intéressaient la moelle cervicale. Donc, ces 4 enfants étaient décédés et un intéressait la moelle thoracique qui a gardé une paraplégie sévère. Ici, c'est un autre enfant qui avait eu une naissance par ventouse. On voit qu'il y a une déformation de l'os pariétal. Bon, l'os pariétal, il se déforme, il est fait pour ça. On voit qu'il y a un hématome sous-galéal et on voit qu'il y a une rupture de la moelle cervicale. Cet enfant-là non plus n'a pas survécu. Alors, on se pose la question d'un lien possible entre un mécanisme dystocique et des lésions qui semblent malformatives. On a ici cet enfant qui avait 1 mois, qui était hyperalgique, il n'était bien que sur le ventre et on voyait qu'il faisait tous ses efforts pour maintenir sa tête en hyperextension. Il avait un stridor, donc des signes de dysfonctionnement laryngé. Il était né avec forceps et en fait, on voit qu'il y a cette désaxation crânio-cervicale qui semble, qui est possiblement due à un traumatisme. En tout cas, il a évolué de façon tout à fait favorable après qu'on ait simplement soulevé le thorax, ce qui permettait au crâne de se repositionner en extension, puisque bien sûr, quand l'enfant est allongé sur le dos et que sa tête appuie sur la literie, ça met la tête en flexion. Donc, en surélevant le thorax, ça permettait de remettre la tête dans l'axe du rachis. Et puis, il y a d'autres lésions, notamment cet enfant de 3 ans qui présentait une dysplasie de la charnière crânio-cervicale. On avait noté dans ses antécédents qu'il était né par césarienne en urgence en raison d'une souffrance fœtale aiguë. Alors, est-ce que la souffrance fœtale était secondaire à cette malformation ou est-ce que la malformation était secondaire à la dystocie? On ne le saura jamais, mais ça fait partie des hypothèses qu'on a pour expliquer ces lésions de la charnière. De même, pour cet adolescent de 13 ans qui avait un os odontoïdéum avec une lésion très instable, on voit qu'il y a un aspect dysplasique de l'odontoïde et de l'atlas. On avait dans ses antécédents une hypomobilité fœtale
Une dystocie, une césarienne en urgence. Alors là aussi, est-ce qu'il y avait déjà une lésion en anténatale ou est-ce que c'est l'épisode dystocique qui a été à l'origine de cette fracture de l'odontoïde qui a évolué ainsi avec la croissance? On ne peut pas le déterminer, mais en tout cas, ça fait partie des hypothèses pathogéniques pour ces malformations. Et puis, bien sûr, il y a la malformation Chiari, où on sait qu'il y a un lien, il y a à peu près un tiers des enfants qui ont un Chiari qui ont des antécédents de naissance dystocique. Là, on a un nouveau-né qui présentait une hypotonie très importante. Vous voyez qu'il respire, il y a un balancement thoraco-abdominal, il ne bouge quasiment pas les membres supérieurs, il ne bouge pas les membres inférieurs, il y a des mouvements automatiques. Les neuropédiatres l'avaient examiné, avaient pensé à un syndrome de type Wernicke-Hoffmann, donc une atteinte de la corne antérieure de la moelle. Une première IRM était étiquetée normale, mais elle n'étudiait pas la jonction cervico-thoracique. Et puis sur la deuxième IRM, on a vu cette lésion très importante avec quelque chose qui semblait traverser la moelle. On avait pensé à une diastématomyélie. Et puis, secondairement, on a pris connaissance du dossier obstétrical. On avait ce fœtoscanner qui avait été réalisé juste avant l'accouchement parce qu'il y avait une souffrance fœtale et on voit qu'il y a une hyperextension du crânio-cervical majeure qui est possiblement à l'origine d'une atteinte médulaire. Ça a été rapporté classiquement, donc il est né par césarienne à cause de la souffrance fœtale. Nous, on avait cette image faisant suspecter une diastématomyélie et on a décidé d'une opération pour tenter de sauvegarder ce qu'il pouvait de sa moelle épinière. On n'a pas retrouvé opératoirement de lésion dystrophique. Par contre, il y avait une arachnoïdite très importante, une adhérence de la moelle qu'on a pu libérer. À la fin, on avait une moelle qui était libérée, mais extrêmement atrophique, et une libération qui semblait satisfaisante, et on ne savait pas ce que ça allait donner. Et puis, on était plutôt surpris de voir cette amélioration neurologique. On voit qu'il y a une motricité différenciée au niveau des deux membres supérieurs. Il respirait beaucoup mieux. Vous voyez qu'il attrape, il mobilise, etc. Et puis malheureusement, il y a une évolution défavorable avec une fièvre, des troubles infectieux qui ont été mis sur le compte de cette tétraplégie et qui malheureusement ont entraîné le décès. Et puis le bilan autopsique, génétique, métabolique était resté totalement négatif. Donc manifestement, c'était purement une pathologie due à la malposition in utero. Donc en conclusion, ces traumatismes du rachis du petit enfant ont une physiopathologie spécifique qui est vraiment dominée par le sujet du Skivora. En cas de déficit complet, on a un pronostic vital qui est particulièrement sombre, comme on l'a vu, notamment en période néonatale. Et puis, quand on a des lésions rachidiennes chez le petit enfant, il faut suivre l'enfant de façon très prolongée parce que le rachis peut se déformer avec la croissance, comme on voit sur cet amphore étrusque. On a des indications opératoires qui sont rares mais qui peuvent être salvatrices et il faut toujours adapter les techniques à ce rachis qui est très petit, qui a des particularités mécaniques très différentes des enfants plus grands et des adultes. Et on utilise des techniques low-tech qui sont malgré tout très utiles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site Arneurance. À bientôt.